Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors on va vous faire vivre un chantier de moisson en direct et vous allez voir c'est un chantier grand débit, un chantier XXL et pour cela je suis en compagnie de Patrick Perrard. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Patrick. Alors vous êtes président du groupe Perrard, vous êtes intéressé au transborder, vous êtes un peu un pionnier. Comment est partie cette idée ? Eh bien écoute, il y a une dizaine d'années, j'étais au volant de ma moissonneuse-batteuse et j'avais 3 tracteurs au bout du champ qui attendaient de faire remplir les bennes. Et je trouvais que c'était totalement aberrant. On perd du temps, on a du matériel qui devrait être en culture et malheureusement il est là à perdre son temps. C'est pour moi une aberration. Alors il faut avoir une approche économique, une approche de rentabilité quand on se tourne vers un transborder aujourd'hui ? Ah ben complètement. Évidemment, on n'achète pas un transborder pour se faire plaisir. Mais il faut savoir que les chantiers de batteuses ont besoin d'un rendement de plus en plus important. Les moissons sont très courtes. Les machines récoltent des quantités énormes en très peu de temps. Et là, il faut pouvoir les débarder très vite. L'idéal, pour ma part, c'est le spearmork. Le spearmork sur la route, c'est quand même ce qui permet justement d'arriver à faire du transport le moins cher possible. Et en même temps, le transborder va assurer l'échange entre la moissonneuse-batteuse et le spearmork. Et ça, avec un transborder, on suit 1-2 batteuses, ça dépend des débits. Patrick Perrard, on va avoir l'occasion de voir des transborders en service, mais sans plus tarder, on va retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec Machinisme Actualité. Casillage compte renforcer sa présence en entrée de gamme en capitalisant sur la légendaire marque Farmall. Cette semaine, le constructeur américain a dévoilé en Suisse en avant-première ses derniers modèles. Power Boost y était et nous avons aimé le Farmall 55A. C'est le low cost de la gamme avec un prix qui devrait être compris entre 22 000 et 26 000 euros en fonction des options. Pour ce prix, pas de cabine, juste l'essentiel avec un moteur japonais de 4 cylindres délivrant 56 chevaux et une boîte 8.8. Ce tracteur est construit en Inde, près de New Delhi. Il présente quelques astuces comme ces plaques de plastique permettant de réduire un peu le bruit pour le conducteur. Ils ne seront pas commercialisés avant décembre, mais Power Boost vous dévoile en avant-première le haut de gamme Farmall avec les nouveaux Farmall U, digne successeur des JU et CS Pro. Ces 3 modèles développent 99, 107 et 114 chevaux. On peut remarquer la présence sous le capot d'un filtre à particules qui prouve bien que ces moteurs Fiat Trend Power sont conformes à la norme Tier 4 intérim. Côté boîte de vitesse, nous avons remarqué une semi-power shift 24-24, sans oublier un relevage électronique facile à régler. Côté prix, si ce tracteur vous plaît, il vous faudra débourser 62 000 euros. Daniel Carlier, bonjour. Bonjour. Alors j'aime bien vous rencontrer parce que vous êtes agriculteur et puis vous êtes un agriculteur innovant. Je vous avais rencontré il y a une dizaine d'années, vous étiez un des pionniers de l'agriculture précision. Et là je vous retrouve en pleine réflexion sur aujourd'hui la stratégie de commercialisation et la stratégie des chantiers moissons pour optimiser tout cela. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui stocker des céréales me coûte de l'argent. Aujourd'hui on peut vendre sur le marché à terme pratiquement 2 ans à l'avance. Sachez que je viens de vendre un lot de blé de la récolte 2013, alors qu'on n'a pas terminé la récolte 2012. Donc c'est une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de commercialiser. Alors comment vous avez réfléchi votre chantier de moisson ? Tout simplement stocker avec des machines qui font 80 tonneurs, un silo qui ne fait que 30 tonneurs, c'est plus possible. Stocker de la marchandise, il faut la rentrer, il faut la sortir, ça me coûte de l'argent, alors que le prix défini sur le marché à terme est fait. Je sais que je vais vendre du blé à 230 euros, le prix est fixé, est figé. Si je rentre mon grain et que je le sors, c'est de l'argent, c'est un coût. C'est un coût et qui me... Aujourd'hui, le plus simple pour moi, c'est un transborder qui vide dans un camion et qui s'en va à l'expédition directement chez mon négociant. Ça veut dire que vous avez 2 moissonneuses-batteuses qui tournent 100% du temps ? 100% du temps, il n'y a aucune minute d'arrêt, sauf cas exceptionnel d'une panne bien évidemment, mais autrement, les 2 transborders font la navette, les machines tournent du matin au soir sans interruption. Daniel Carlier, merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Voilà, je vous retrouve dans la cabine d'une moissonneuse-batteuse S690i John Deere. Je suis en compagnie de Pascal Massé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et entrepreneur, nous sommes ici dans une parcelle que vous moissonnez à façon. Alors justement, il y avait eu un cahier des charges un peu particulier pour l'organisation du chantier.
Oui, tout à fait. On nous demandait pour la moisson de tout évacuer la moisson, la récolte à la moisson. Donc le faire avec des remorques, avec ce genre d'engin, c'était totalement impossible. Donc c'est là où nous avons opté pour des transbordeurs. Alors aujourd'hui, ça veut dire que pour récolter ce type de parcelle, il vous faut combien d'équipes, combien de chauffeurs? Mais ici, avec 2 moissonneuses et 2 transbordeurs, à 4, on gère tout à fait le travail le chantier sans aucun problème. Surtout que maintenant, avec le téléphone dans les cabines, avec le GPS et le guidage, il n'y a aucun problème. On assure sans aucun souci. Vous arrivez à des débits de chantier de quel ordre? On arrive à des débits de chantier de l'ordre de 4 à 5 hectares par machine à l'heure. Donc 10 hectares à l'heure sans aucun problème. On couvre, je dirais que dans une journée, dans un parcellaire qui est favorable, on arrive à couvrir entre 100 et 120 hectares de moisson, quoi. Pascal Massé, merci beaucoup. Je vous en prie. Eric Massé, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous nous expliquez un peu quel est votre rôle dans cette organisation? Mon rôle principalement, déjà est de récolter dans un premier temps et après de suivre, d'assurer une organisation des semis pour bien faire avancer le chantier dans de bonnes conditions et surtout faire de plus de surface possible dans la journée. Parce qu'effectivement, il faut que tout ça soit bien organisé, c'est-à-dire qu'il faut que vous remplissiez la trémie, que la trémie se vidange dans le transbordeur et il faut que les semi-remorques soient là. Voilà, là c'est après on marche avec le négoce ou la coopérative et c'est une entente avec la logistique pour pouvoir fournir des semis au bon moment et par rapport au nombre de quintaux débités par les machines et surtout vidés par les transbordeurs. Comment vous communiquez? La communication se fait exclusivement en interne avec des petites radios et autrement à l'externe, le téléphone, c'est la seule solution. Et pourquoi des fois vous avez besoin d'appeler le négoce par exemple pour appeler de nouveaux camions? Oui, ça peut arriver, il suffit d'une panne d'une machine, un arrêt, ça malheureusement on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Et augmenter le débit, une récolte un petit peu plus productive, donc on est obligé d'augmenter le débit et je demande plus de semis. Et ça, je donne le nombre de quintaux sortis et la logistique est adaptée en fonction de ça. J'ai vu que vous aviez des transbordeurs, vous les utilisez uniquement pour la moisson? Non, pas uniquement pour la moisson. Justement, le but, quand on a pris ces appareils-là, c'était aussi pour s'en servir personnellement, pour écoler notre marchandise l'hiver et pour charger les camions en direct et surtout rapidement, en 4-5 minutes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de boisseau? Non, pas du tout. Je suis sur plusieurs sites, j'ai aucun boisseau. Sinon, l'investissement était plus important. Et ça m'a permis de rentabiliser au mieux l'investissement de ce transbordeur. Eric Massé, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous le savez, on interviewe toujours les grands patrons du monde du machinisme. Cette semaine, nous avons rencontré Michel Siebert, c'est le président du groupe Kuhn. Michel Siebert, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Kuhn. Je suis vraiment très heureux de vous avoir ici pour pouvoir discuter avec vous et notamment éclaircir certains points. Alors, premier point, on va parler de stratégie. C'est vrai que la stratégie du groupe Kuhn n'est pas toujours évidente peut-être à comprendre vu de l'extérieur, mais je profite du fait que vous soyez là pour que peut-être vous vous replaciez 10 années auparavant et peut-être aussi que vous nous donniez quelques éléments sur la stratégie du futur du groupe. Le fil conducteur de Kuhn, c'est de concevoir, de fabriquer, de commercialiser des produits à l'international. Alors peut-être si l'on veut avoir un peu de retour, dans les années 90, Kuhn était une société basée à Saverne avec 2 familles de produits, mais très forte à l'international. Nous exportions à peu près entre 50 et 60%. En 2000, nous avions 4 sociétés en France, 4 unités de fabrication, mais toutes en France. Mais nous avions déjà 6 familles de produits. Nous étions aussi très bons à l'exportation. Et dans les années 2000, 2002, 2005, nous avons acquis des sociétés en Amérique du Nord, au Brésil, ailleurs en Europe. Ceci pour continuer notre stratégie globale, car il n'est pas possible d'accéder à tous les marchés à partir d'une unité de fabrication simplement en France. Donc notre politique, c'est une politique de croissance basée sur des familles de produits complémentaires, avec des usines complémentaires et une organisation, une approche marketing unifiée, une même approche de l'ensemble de la clientèle avec une marque, une compagnie, produits complémentaires, présence mondiale, avec aussi une quinzaine de filiales de distribution.
J'ai une question que j'aimerais vous poser. Vous savez, le rachat de Geldrop, certains ont dit que effectivement vous l'aviez acheté beaucoup trop cher. Quelle est votre position à ce sujet? Est-ce que c'était ou est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Nous avons acheté Geldrop, je veux dire, c'était un investissement pour une génération. Et c'était un investissement que nous aurions peut-être déjà voulu faire si l'occasion s'en était offerte, il y a déjà une génération. Parce que la presse est un complément indispensable à l'ensemble de la gamme de fenaison. Par rapport à l'ensemble de nos concurrents, nous étions les seuls à ne pas avoir de presse. Mais nous nous sommes toujours dit, nous produirons des presses le jour où nous serons capables, à travers ces presses, aussi d'acquérir des parts de marché et fidèles à ce qui a toujours été la conduite et le facteur clé de succès de Kuhn, à condition que ce soit un produit qui soit un produit de qualité, qui nous permette d'offrir un service de qualité, une valeur ajoutée à notre client. Et c'est le cas de Geldrop. Geldrop a été acheté fin 2008, au début de ce qu'on disait être la crise, qui finalement... Geldrop s'est développé depuis, aujourd'hui adopte les procédures Kuhn, continue de développer sa gamme. Nous avons même passé un accord aussi avec John Deere. Et je peux vous dire qu'en 2010, Geldrop a atteint son chiffre d'affaires record avec une bonne rentabilité, et ce sera encore une fois le cas en 2011. C'est donc un produit indispensable pour nous aujourd'hui. Michel Sibert, merci beaucoup. Je vous en prie. Patrick Perrard, juste pour finir, c'est vrai que le transborder en France, ça se développe, mais à l'étranger, c'est déjà très fréquent? Oui. Évidemment, en France, tout était organisé. À l'étranger, c'est différent. Ils sont en train de s'organiser. Et aujourd'hui, tous les chantiers de récolte à l'étranger s'organisent avec des transborders. Aussi bien en Russie, en Ukraine? Oui, nous vendons sur 13 pays européens et il n'y a pas un pays qui ne s'intéresse pas aux transborders. Évidemment, le plus grand est la Russie, forcément, puisque la Russie est aussi le plus grand pays. Mais on vend en Slovaquie, on vend en Roumanie, on vend dans tous les nouveaux pays qui développent leur agriculture. Quels sont les critères de choix d'un transborder? Comment bien choisir? Quelques astuces. Déjà la polyvalence. Je pense qu'un transborder ne doit pas tourner 15 jours par an. Il faut impérativement qu'il soit capable d'assurer le relais dans l'hiver pour recharger les camions, mais également pour faire les engrais, pour faire les semences. Il y a quand même tout un tas d'activités qu'on peut faire à un transborder. J'avais un client l'autre jour, français, pas forcément dans des exploitations immenses des pays de l'Est, qui me disait « Mon transborder, c'est l'engin que j'utilise le plus dans l'année ». Patrick Perrard, merci beaucoup. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais bien sûr, profitez bien de ces moissons et je sais qu'elles sont bonnes.